Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Je m'appelle Olivier Jacquemont, je suis enseignant-chercheur et responsable du pôle sciences humaines à l'ESCE et je suis ravi de vous retrouver en compagnie de Fabrice Ravel, notre expert en géopolitique, pour présenter ces rendez-vous de la géopolitique. Pendant 12 semaines, nous nous retrouverons et nous tâcherons de vous présenter des thèmes liés à l'actualité internationale. Nous tenterons de les mettre en perspective, de les décrypter grâce à nos entretiens et grâce à des lectures qui vous seront conseillées sur campus. Pour cette séance inaugurale, nous avons décidé de nous attarder sur un thème original et décalé, puisque nous intéresserons au cinéma et aux séries à travers la question de l'influence de la géopolitique sur les séries et le cinéma. Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier. Alors, l'influence de la géopolitique sur le cinéma et les séries. Nous avons dégagé 3 axes. Les outils de culture, donc le cinéma et les séries, sont-ils neutres ou sont-ils des objets de propagande? Le deuxième axe, sont-ils des sources de divertissement ou reflètent-ils l'opinion publique? Et enfin, troisième question, est-ce qu'il y a une différence de traitement entre les séries et le cinéma? Pour débuter, je vous propose de nous intéresser au cinéma et à la question de la propagande. Alors, est-ce que dans une époque où nous sommes hyper connectés, soumis à plusieurs médias, est-il possible encore d'influencer l'opinion? Alors, c'est une vraie question, d'autant plus que je crois pouvoir dire que la génération de nos étudiants est assez sourcilleuse ou susceptible ou sensible au fait qu'il puisse y avoir des influences au niveau du cinéma. Et c'est un peu paradoxal parce que ce qu'on constate d'un point de vue historique, c'est qu'on est plutôt dans une dimension contraire. Dans les années 30 ou 40, on a effectivement un cinéma vraiment qu'on peut dire de propagande, avec notamment des États totalitaires. Et là, je crois qu'on peut mettre en exergue le film le plus connu ou le plus symbolique ou le plus symptomatique qu'on peut peut-être conseiller de regarder nos étudiants, qui est Alexandre Nevsky d'Eisenstein, parce qu'en plus c'est un monument du cinéma. Un génie, oui. Avec la musique de Prokofiev, enfin c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est difficile peut-être de faire comprendre à nos étudiants à quel point d'ailleurs c'était révolutionnaire en termes de plan, en termes de réalisation. Et là où le film relève de la propagande dans plusieurs dimensions, c'est que d'abord il a été commandé par Staline et par le gouvernement soviétique, qu'ensuite clairement la thématique c'est donc Alexandre Nevsky. Je remets les choses assez vite dans leur contexte. On est sur la résilience d'une histoire de l'invasion des chevaliers teutoniques. Alors les chevaliers teutoniques sont des chevaliers qu'on qualifiera d'allemands pour faire simple, qui faisaient des croisades à l'Est. Et donc Alexandre Nevsky est un prince russe qui leur a résisté au début du XIIIe siècle et qui aurait permis de lancer la construction de la nation russe. Et on voit bien qu'en 1938, ce film est commandé pour essayer d'instruire la population soviétique sur la menace du nazisme et la menace que présente l'Allemagne. Alors déjà dans sa commande, le film est de propagande, dans sa réalisation, dans sa thématique, le film est de propagande, mais il y a un petit élément supplémentaire qui est moins connu, c'est qu'une fois que le pacte germano-soviétique a été signé le 23 août 1939, et que donc il y a une alliance entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique communiste, le film a été retiré des salles et a été mis de côté, ce qui prouve bien qu'en réalité, il n'avait plus d'objet, puisque là, il y avait des changements. On est là du côté de l'Union soviétique, peut-être qu'on peut s'intéresser aussi aux États-Unis. Est-ce que la propagande est spécifique au système communiste ou est-ce qu'on la retrouve dans les économies libérales? Non, bien sûr, on a un effet de propagande. Alors peut-être qu'on pourrait y mettre une petite nuance. Dans les systèmes totalitaires, on est vraiment sur quelque chose de très très contrôlé. Je crois que sur le cinéma américain, alors il peut y avoir débat, ça dépend aussi des films dont on parle, parce que là, évidemment, les sources sont très nombreuses, mais on est en tout cas clairement dans une dimension patriotique. Alors peut-être d'ailleurs un peu plus naïve et un peu plus ingénue dans les années 40, peut-être un peu plus instrumentalisé aujourd'hui avec des évolutions qu'on va certainement évoquer. Je crois que c'est plus naturel dans les années 40. Aux États-Unis, en 1940, il paraît naturel ou spontané que d'être nationaliste pour les États-Unis. Alors là, il y aurait une multitude de films qu'on pourrait citer. Je crois qu'il y a 2 héros clés. Il y a l'officier de cavalerie et puis il y a bien sûr les soldats américains dans la Deuxième Guerre mondiale. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'acteurs qui vont en fait faire leur service militaire ou qui vont contribuer à l'effort de guerre en faisant des films. Là, on pense à un acteur, on pourrait en citer multiples, mais enfin, il y a John Wayne, et donc, si on cite 2 films, il y a Iwo Jima en 1949, et puis il y a Rio Grande, bien sûr, que c'est la fameuse trilogie avec John Ford, où on montre l'officier américain avec l'ensemble des caractéristiques. Donc là, on est sur des films qui sont très, très patriotiques. John Wayne, je pense, est important à citer parce que, alors qu'il va y avoir une évolution quand même dans le cinéma américain, notamment en termes
de critique. C'est quelqu'un qui est très attaché au patriotisme. D'ailleurs, c'est ce qui explique qu'il va refuser un certain nombre de rôles. Dans Le train qui sifflera 3 fois, John Wayne refuse de prendre le rôle parce qu'il refuse de fouler aux pieds l'étoile. Il considère que c'est pas patriote, donc ça va quand même très très loin. Et puis il va surtout réaliser Fort Alamo en 1960. Alors Fort Alamo, pour remettre les choses en perspective, c'est un événement majeur dans l'histoire politique des États-Unis puisque ça permet aux États-Unis de récupérer le Texas. Donc c'est la mise en scène des vies croquettes et de la résistance des Américains au début du XIXe siècle. Et puis on a surtout le célèbre Les Bérets Verts tourné en 68. C'est d'autant plus intéressant à notifier que John Wayne l'a fait de sa propre initiative, sur ses fonds propres, et qu'il l'a fait totalement à l'encontre de ce qu'était la dimension sur laquelle on va revenir aux États-Unis. On était plutôt critique, et où lui, il fait un film patriotique, lyrique, en montrant l'intérêt de lutter contre le communisme. D'ailleurs, il y a les 5 premières minutes où il explique devant des sous-officiers ou devant des journalistes qu'on combat la dictature communiste. Et on voit bien que plus que de l'expliquer aux officiers, en fait, il explique aux spectateurs qui sont dans la salle. Vous avez raison d'insister sur une certaine naïveté du cinéma américain à cette époque, puisque les studios adoptent un code moral, une forme d'autocensure. Le cinéma est connecté à la société de façon, comment dire, naïve, simple, et il faut faire l'apologie des États-Unis. Donc la version patriotique est très claire. Dans les années 60 se produit un retournement, c'est la société et l'opinion américaine qui changent. Il y a la progression des droits civiques aux États-Unis, la lutte pour les droits civiques, notamment les Noirs américains. Il y a la contestation de la guerre au Vietnam. Est-ce que le cinéma ne va pas changer profondément à cette époque ? Alors, ce qui est clair, c'est qu'il y a toute une partie du cinéma américain qui va changer. D'abord, il y a les acteurs qui vont changer. Parce que c'est vrai que autant il est impossible de ne pas être patriote à la fin des années 40, enfin, il y a justement le macartisme, on sait qu'il y a Charlie Chaplin qui va devoir s'exiler en Suisse, Ronald Reagan qui va devenir président des États-Unis est quelqu'un qui est profondément patriote, qui va devenir républicain. On a plutôt des acteurs aujourd'hui qui sont démocrates et qui sont critiques. Il faudra qu'on fasse une différence d'ailleurs avec l'establishment et les acteurs, mais il est clair qu'à travers la guerre du Vietnam, on a une remise en cause profonde des États-Unis. En fait, ce qui se passe, c'est que dans la géopolitique, c'était facile de faire des films patriotiques pour les Américains quand on était en guerre face au nazisme, qui bien sûr, on va dire, est un totalitarisme raciste, sur lequel il est facile de mobiliser les foules. En réalité, ce qui se passe au Vietnam, c'est que l'opinion publique va plutôt avoir l'impression qu'on est dans une guerre impérialiste ou colonialiste classique et que le bon rôle est joué par le peuple vietnamien, qui est un petit peuple qui résiste face à un géant qui cherche à lui imposer un impérialisme. Donc, on va avoir un glissement de l'opinion publique et ça va se traduire dans les films américains. Alors là, sur le Vietnam, il y a des centaines de films. Peut-être que certains de nos étudiants qui sont des cinéphiles avertis pourront nous dire il aurait été plus référable d'en citer un ou l'autre. Mais enfin, à mon sens, il y a Apocalypse Now en 1979, qui est une rupture totale, parce que là, non seulement on a une critique de la société américaine, mais on a une critique de la guerre. On a une remise en cause même de l'institution militaire. Enfin, il y a la scène célèbre où on rase un village vietnamien pour rien, avec Wagner derrière la Mage et Valkyrie. Donc on voit bien qu'il y a, là, on est sur une démarche philosophique, et ça va être complété, me semble-t-il, 10 ans plus tard, par un film qui est né un 4 juillet. Là, je pense que c'est un film qui est très important. L'acteur principal, c'est Tom Cruise, et il joue un personnage qui est né un 4 juillet, donc c'est la fête nationale américaine, qui évolue dans une famille très patriotique, et qui donc part avec beaucoup d'idéalisme au Vietnam, et qui finalement est blessé, paraplégique. C'est basé sur une histoire vraie, il faut le rappeler, et qui va faire partie des contestataires en 68 qui vont défiler contre la guerre au Vietnam. Donc ça, c'est un film, d'abord, qui est profondément empreint d'émotion, je trouve, dans lequel on voit l'évolution en termes de sensibilité d'un personnage, et qui remet bien en exergue l'évolution de la société américaine, dont est obligé de tenir compte le cinéma américain. Ce cinéma nouveau, il faudrait l'appeler, aussi le nommer, c'est le nouvel Hollywood, qui surgit à cette époque-là, qui s'inscrit en marge des studios américains. Vous avez cité Apocalypse Now. On pourrait citer un film peut-être emblématique pour nos étudiants qui ne traite pas de géopolitique, mais qui a marqué cette époque, c'est Easy Rider aussi, qui montre bien ce mouvement de contestation qui progresse au sein de la société américaine. Alors on voit que Né un 4 juillet est un film qui marque finalement, à l'intérieur de son film, la transition entre le patriotisme et la révolte individuelle. Vous aviez envie d'insister sur une autre dimension, c'est comment le cinéma se transforme et met l'individu au cœur des enjeux stratégiques et géopolitiques. Oui, c'est très juste, parce qu'en fait, je crois qu'il y a un mouvement qui est concomitant, il y a un double mouvement. C'est-à-dire qu'on passe de films clairement patriotiques
à des films qui se prétendent soit clairement de remise en cause, soit au moins plus objectifs, alors avec plus ou moins de succès. Et on passe de films qui sont censés expliquer des histoires ou des batailles, on a parlé de Farolamo, ou par exemple Le jour le plus long, basé sur le roman de Cornelius Ryan, avec des acteurs prestigieux, parce que là on retrouve tout, on est au début des années 60, c'est en 1962, donc il y a John Wayne, mais on retrouve d'ailleurs des acteurs français, enfin c'est un film qui est vraiment fait dans la tradition. Si on regarde Il faut sauver le soldat Ryan, on est totalement dans une ambiance différente, d'abord parce que le film est beaucoup plus réaliste, les scènes de combat sont beaucoup plus violentes, c'est beaucoup plus dur à regarder, et effectivement on est plutôt sur un héros qui subit la situation, qui est très lucide et qui, loin d'être lyrique, en fait, fait son devoir, mais plus parce qu'il veut essayer de sauver les siens ou les gens qui sont proches. Bon, la thématique du « il faut sauver le soldat Ryan », c'est qu'il faut le rappeler, dans une famille américaine, il y a 5 frères, il y en a 4 qui sont morts, et donc on essaie de sauver le 5e pour pas que la famille soit dans une tristesse accablante. Et donc, on voit bien que l'officier, qui est joué par Tom Hanks, a quand même un peu un regard dubitatif en disant on tue des milliers de gens et on va en sauver un seul. Donc on voit bien qu'il y a une remise en cause quand même de la guerre. Il y a le fait que ce soit centré sur lui. Donc la bataille de Normandie de juin 1944 ne sert que comme toile de fond. Alors bien sûr il y a un combat contre les Allemands, il y a quand même de l'héroïsme, mais ça ne sert que toile de fond. Alors que Le jour le plus long raconte les événements. Donc on est vraiment sur quelque chose où à la fois on se veut plus lucide, on fait son devoir parce qu'il faut le faire, mais on n'est plus dans le lyrisme échevelé des années 40 et 60, et on est effectivement beaucoup plus centré sur l'individu qui, à la limite, tient presque la sagesse que l'État n'a plus. Je vais vous parler d'une anecdote qui va me permettre de passer aux séries maintenant, puisqu'on a, je pense, largement abordé le cinéma, et donc de conclure en même temps cette question de la propagande. L'affaire Wikileaks. Les câbles diplomatiques sont sortis, ont révélé donc les relations diplomatiques et les conversations secrètes entre les diplomates. Et un mémo, ou plusieurs mémos du département d'État américain, l'équivalent du Quai d'Orsay pour nous, révélaient que l'influence, d'après eux, de Friends était plus importante pour la place des femmes en Arabie Saoudite que n'importe quelle campagne de propagande. C'est fascinant, on est face à un pur programme de divertissement et les diplomates américains sont convaincus que ces séries peuvent transformer les mœurs, les manières de vivre, et ainsi de suite. Alors, venons-en aux séries, puisque c'est vraiment le langage contemporain, même peut-être plus que le cinéma pour les jeunes. Elles sont universelles, elles sont diffusées dans tous les pays à l'instant T, avec des sous-titres immédiats, c'est assez fascinant, et elles ont un public exponentiel. Quel est le langage de ces séries finalement? Est-ce que c'est le même que le cinéma ou ils ont inventé leur... Alors d'abord je trouve que l'exemple que vous prenez pour la transition est vraiment remarquable parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites, on appelle ça le soft power ou la capacité d'influencer par des produits culturels. Alors est-ce que c'est fait volontairement ou plus ou moins volontairement? Alors ça va être toute la question, mais c'est vrai que on n'est pas du tout dans la même approche me semble-t-il. D'abord parce qu'on est sur un public qui est beaucoup plus jeune, qui est à mon sens le public de nos étudiants, et que surtout ce qui est différent, c'est que les séries aujourd'hui ont une audience qu'il est difficile d'imaginer, et d'ailleurs elles sont beaucoup plus géopolitiques ou politiques qu'il y a 20 ans. Il y a une vingtaine d'années, on était quand même beaucoup plus sur du ludique, et sur du policier, bon, alors, il y a Columbo, Starsky et Hutch, Miami Vice, etc. Alors qu'aujourd'hui, on est quand même sur des séries, on va y venir. Il y en a notamment une qui est emblématique, à mon avis, pour la génération de nos étudiants, c'est Game of Thrones. Et quand vous dites que ça a de l'influence, il faut savoir qu'il y a des communautés entières par l'intermédiaire des réseaux qui se mettent en place. Il y a même des phrases qui deviennent non seulement symptomatiques, mais qui sont des phrases de ralliement, que je retrouve parfois même en cours. Winter is coming. Alors ça, c'est assez amusant, puisque c'est une phrase récurrente, on va y venir, qui vient dans les 6 saisons de Game of Thrones, en disant donc qu'il y a une menace qui arrive, qui serait en hiver. Et donc maintenant, il y a des groupes qui se mettent en place dans Winter is coming, qui font des parallèles sur la politique. Et il faut savoir que House of Cards, c'est un autre exemple, qui est donc sur la vie politique américaine, et le feuilleton le plus regardé en Chine. Alors c'est assez amusant d'ailleurs parce que comme le président américain est assez cynique, les Chinois apprécient beaucoup ce feuilleton parce qu'ils disent tiens, on va enfin pouvoir parler aux Américains parce que maintenant qu'ils sont plus dans une démarche de naïveté ou de libéralisme, démocratie à tout prix, et qu'eux aussi sont cyniques, on va pouvoir parler avec eux. C'est-à-dire qu'en plus, on a l'impression que les séries, ça c'est la première version,
influence la réalité, alors qu'avant, c'est les films ou la réalité qui cherchaient à influencer l'opinion. Barack Obama avait fait une boutade lors d'une conférence de presse, il dit, vous m'excusez, mais j'ai rendez-vous avec le président Frank Underwood de House of Cards, il faut que j'aille voir ce qu'il me conseille dans la série. Donc c'était une boutade, mais on voit bien qu'il y a une emprise qui est considérable à travers toutes les séries qu'on va évoquer. Dans le débat public, le community manager de la série House of Cards avait fait parler Frank Underwood sur les réseaux sociaux pour dire que la démocratie était surévaluée. Ça, c'était une phrase de Frank Underwood dans la série, adressant ce message-là à Manuel Valls. C'est-à-dire qu'on est dans une confusion totale entre le personnage de fiction, le président des États-Unis et le Premier ministre de France qui répond. C'est juste. En plus, ils répondent. Ils répondent et ils ont même parfois tendance à maintenant copier au niveau vestimentaire les tenues de Frank Underwood. Donc c'est assez intéressant. Mais au niveau des différences, je crois que sur le fond, d'abord, moi je suis assez interpellé, on a un peu plus de recul sur les séries, et moi en particulier. Je trouve qu'elles sont dans une ambiance qui est totalement différente d'il y a une dizaine d'années. On est quand même sur des séries anxiogènes, c'est peut-être un terme un peu fort, mais dans lesquelles les perspectives de menaces lourdes sont plus présentes. Et aussi, je crois, dans le fait que les personnages ne s'inscrivent plus du tout dans les mêmes valeurs. Et que la finalité de la série ne s'inscrit plus forcément non plus dans les mêmes logiques. Donc je crois que c'est les 3 points, puisque votre question traitait sur les différences avec les films, sur lesquels, à mon avis, il faut insister par rapport aux séries. Une ambiance de menace, des philosophies ou des psychologies différentes, et une fin qui pourrait ne pas être la même. Et c'est là où on peut se poser la question de savoir si, comme les séries sont récurrentes, puisqu'elles sont toutes les semaines, et puis elles sont sur 10 épisodes ou sur 12 épisodes selon les séries, mais qu'en plus, elles ont tendance à se répéter d'une année sur l'autre, puisque Game of Thrones, il y a 6 saisons, House of Cards, il y a 4 saisons, Homeland, on va y venir, il y en a 5. Ça veut dire qu'en plus, il y a une interaction avec l'opinion publique. Et donc l'opinion publique influence les scénaristes sur les scénarios des saisons à venir. Et c'est là où on se demande s'il n'y a pas carrément une inversion de l'opinion publique qui, elle, influence les séries, alors que les films voulaient influencer l'opinion publique. On est, avec ces séries, dans la fabrication de fiction à court terme, c'est-à-dire qu'elles répondent tellement au temps présent, elles sont capables de transformer un scénario dès qu'un événement survient, intégrer le 11 septembre, les attentats terroristes, etc. Mais pour revenir sur ce climat anxiogène, je pense que la série qui est précurseur de ça, c'est 24 heures chrono, avec Jack Bauer. Et là aussi, on a une confusion entre le réel et la fiction qui me semble intéressante à relever. À chaque fois, c'est une menace terroriste qui justifie toutes les tortures possibles et imaginables par Jack Bauer pour obtenir la vérité et protéger le peuple américain. Et en 2007, une juge de la Cour suprême américaine a donné une conférence dans laquelle elle justifie la torture en faisant référence à Jack Bauer, en appelant ça la jurisprudence Jack Bauer. C'est-à-dire qu'on a recours à un personnage de fiction pour justifier des comportements qui sont inconstitutionnels. Hein. C'est quand même une juge de la Cour suprême, c'est très étonnant. Donc on est là dans cette... si vous voulez, on a l'impression que la série justifie et oriente la réalité. C'est ce que vous étiez en train de dire aussi. Il y a cette collision. Il y a ça, mais alors ce qui est assez intéressant quand même, c'est que malgré toute la stupeur et la surprise qu'on peut avoir par rapport à cet exemple que vous prenez, où on justifie la torture, on le fait quand même dans le sens où elle est justifiable parce que on est dans le droit et on défend la liberté. Et c'est là où on pourra faire aussi peut-être une comparaison avec une série d'il y a une quinzaine d'années qui s'appelle La Maison Blanche, où on a un président américain qui est profondément bon, qui est pétri de valeurs, mais qui va s'autoriser à faire des choses peu recommandables en géopolitique parce que la nécessité l'impose. On n'est plus du tout dans ce contexte-là, me semble-t-il, dans House of Cards et dans Game of Thrones. Ce qui est symptomatique dans Game of Thrones, alors je vais passer à travers si vous voulez, le générique, parce que je pense que le générique résume toute la philosophie. On a d'abord, dans ce générique qui dure à peu près 2 minutes, un peu moins, on a des villes qui, de façon presque comme une horlogerie mécanique, apparaissent, disparaissent, ce qui sous-entend que les sociétés arrivent, prennent pleine puissance, mais disparaissent, d'autres arrivent. Mais ça sous-entend aussi une certaine forme de chaos, puisque je rappelle, globalement, l'histoire, c'est qu'il y a un ordre préétabli avec une monarchie, et puis suite à la mort du roi, il y a plusieurs familles aristocratiques qui se disputent le pouvoir. Il y a une autre dimension qui me paraît mettre en place une sorte de menace, c'est qu'il y a le fameux mur, qui est clairement d'ailleurs inspiré du mur d'Adrien, qui a été construit entre 122 et 127 après Jésus-Christ. Et donc, en plus, qui avait vocation à
à protéger. Alors c'est marrant la résilience qu'il y a par rapport au débat sur le mur aux États-Unis ou par rapport au Mexique, ou aux cultures que veulent mettre les Hongrois, enfin, etc. Mais on voit bien qu'il y a un mur qui est censé protéger d'une menace qui vient du nord, et le mur est d'autant plus impressionnant qu'on sent que la menace va être grande. Donc il y a déjà ça, et puis alors surtout ce qui est étonnant dans cette série sur les 6 saisons, c'est que pour rester pour l'instant sur les questions d'ambiance, on s'inspire clairement de la guerre des deux roses qui a eu lieu en Angleterre pendant 30 ans. Alors, c'est une histoire qui est peu connue en France, donc je vais essayer de la résumer. C'est entre deux familles qui sont les York et les Lancaster, la rose rouge et la rose blanche. Et il se trouve qu'en fait, ça a été une lutte, une guerre civile entre toutes les grandes familles qui a été particulièrement violente et dans laquelle on a tué les enfants parce que justement, comme il s'agissait de placer un roi, il fallait supprimer les héritiers des familles qui pouvaient contester ce pouvoir. Donc ça a été d'une violence rarement atteinte et on voit bien que tout le feuilleton ou la série baigne dans cette violence. D'ailleurs, on est dans un réalisme dans les combats, ou même dans des scènes plus intimes ou plus personnelles, qui est assez étonnante pour les États-Unis d'Amérique. Donc on est dans une ambiance quand même qui est un peu apocalyptique, si vous me permettez. Et là, on pourrait la rapprocher d'un feuilleton britannique, ce qui est plus étonnant, qui s'appelle Downton Abbey, et qui a eu un grand succès, qui a surpris y compris les réalisateurs, puisque c'était quelque chose d'apparemment plus feutré dans l'ambiance. Et dans le public, on parlait de l'évolution d'une famille aristocratique au début du XXe siècle, d'un très haut rang, qui, à travers différents avatars de la Première Guerre mondiale et des crises, finalement, se retrouve confronté à la réalité. Et ce qui a beaucoup surpris, c'est que ça a été très très suivi dans l'opinion britannique, quelles que soient les classes sociales et dans le monde, et y compris non européens. Et en fait, il y a une sorte d'engouement face à un ordre qui était rassurant, qui était établi, et qui paraît chancelant, et il y a une sorte d'inquiétude. Donc à travers ces deux feuilletons, il y a une sorte, peut-être que le terme d'inquiétude est plus juste que le terme d'anxiogène, mais on sent une sorte d'inquiétude par rapport à l'avenir qui, si vous me permettez, qui transpire spontanément de ces feuilletons. Ça, je pense que c'est vraiment la première césure, avant d'évoquer les personnages qui sont dans une dimension qui est vraiment différente, en fait. Alors, on voit là qu'il y a une sorte de profondeur de la série qui n'est pas un simple divertissement, mais qui fait appel à des imaginaires soit nationaux, soit même collectifs. Heroic fantasy, absolument. C'est passionnant, c'est presque une herméneutique. On comprend une époque grâce à la série. Donc ça, il faudrait que nos étudiants fassent attention à ça. Et il y a évidemment les protagonistes, qui sont certainement, grâce au déroulement en plusieurs saisons, ils gagnent en subtilité, en profondeur. Ça c'est passionnant. Vous avez totalement raison d'insister là-dessus parce qu'en plus, c'est ça le gros avantage des séries par rapport au cinéma, c'est notre question de départ. Et en géopolitique, ça va avoir une importance. Parce qu'effectivement, les personnages dont la vie se perpétue à travers les saisons gagnent en épaisseur. Les scénaristes sont amenés à nous expliquer quelles sont leurs histoires préalables, quelles sont leurs origines familiales. Et donc, évidemment, en plus, le spectateur a l'impression de partager une vie. Enfin, c'est quelqu'un qui devient présent, avec en plus les réseaux sociaux. Et c'est d'autant plus important que là, à mon sens, on est sur des personnages qui se positionnent plus du tout dans les paramètres américains classiques. Et là, je m'explique. On est sur des personnages qui clairement affichent une sorte de machiavélisme, de cynisme, la fin justifie les moyens, Machiavel. De ce point de vue-là, je crois qu'il faut que nos étudiants soient très attentifs au fait que Game of Thrones, vous avez raison, est quand même très très orienté philosophiquement. Il y a un ouvrage qui s'appelle Game of Thrones, la métaphysique du meurtre, qui a été écrit par Marianne Chaillan et qui est remarquable puisque c'est une professeure qui fait des cours en cours préparatoire en philosophie, et donc elle fait des parallèles ou des comparaisons entre les familles de Game of Thrones et les philosophes. Alors on va citer quand même les deux principales, je pense qu'elles seront connues de beaucoup de nos étudiants. Il y a les Stark qui sont emblématiques, la famille du loup qui gouverne sur la première saison, et en fait Ned Stark est justement l'image de cet homme politique à l'ancienne, qui a des valeurs morales très hautes, qui respecte sa parole, d'ailleurs qui va servir le roi en abandonnant sa famille pour mieux servir l'État. Et en gros, ce qui est assez étonnant, c'est que la totalité de la famille Stark est balayée au fin de la première saison. Donc déjà, on n'est plus du tout dans l'ambiance justement un peu naïve qu'on évoquait tout à l'heure. Et alors par contre, il y a une autre famille, les Lions, alors les Lannister, pour les spécialistes, qui se basent beaucoup plus sur Machiavel ou sur Hobbes. D'ailleurs, toute l'ambiance, pour dire comme chose de Game of Thrones, c'est quand même qu'il n'y a jamais de destin assuré pour quiconque.
l'avenir est toujours menaçant, on est en guerre perpétuelle, et donc en réalité, il faut utiliser toutes les ruses ou toutes les roueries possibles pour y échapper. Et là, en plus, il y a 3 personnages, il y a le père, et puis il y a sa fille, et un personnage qui me paraît capital, sur lequel nos étudiants ne font pas assez souvent attention, qui est Tyrion, parce qu'en plus c'est un nain. Mais là, on ne pourra pas m'empêcher de penser que, comme disait Napoléon, il ne faut pas confondre la taille avec la grandeur. Donc Tyrion, Napoléon, il est en plus d'un décalé, d'un réalisme, mais il est assez sympathique. Donc ça me paraît fondamental, parce que ce n'est pas une série qui aurait pu exister aux États-Unis, ne serait-ce qu'il y a 20 ans. C'est trop... comment dire, c'est trop peu proche des valeurs américaines classiques. Et là, House of Cards, de ce point de vue-là, est incroyable, puisqu'on a d'abord un président, enfin un homme politique américain qui parle au public. Ça, je crois que c'est la grande ingéniosité de la série, qui se retourne, ce qu'on appelle la 4e zone ou le 4e plan, il se retourne en nous disant, voilà, il porte un jugement, c'est comme si on l'entendait dans son cerveau, il explique ce qu'il va faire, et là, avec son épouse, en fait, ils sont prêts à faire les choses les plus condamnables possibles, jusqu'au meurtre, et on peut dire comme la chose, pour arriver au pouvoir. Et là aussi, je crois, le générique est très important, parce qu'on part avec cette musique assez enjouée, envolée au départ, sur le Capitole, en altitude, on est en pleine journée, et puis au fur et à mesure, la caméra s'éloigne du centre, se baisse en altitude, franchit un fleuve, donc là le passage du Rubicon avec Rome, le Capitole, on arrive un peu dans une zone abandonnée avec des poubelles, garbage time, et on voit bien que là il y a une résilience toujours quand même avec Shakespeare, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark, on voit bien Macbeth, il y a quelque chose là, et ensuite la caméra repart, mais elle reste au ras du sol, on est dans la nuit, et on revient vers le Capitole en levant la caméra dans la lumière. Et ça, je crois que profondément, avec le drapeau américain inversé quand même. Ce qui, aux États-Unis, est une symbolique. Et là, on est quand même en train de dire, bon, on met les valeurs de côté, tout ce à quoi on a adhéré, on le met de côté, du moment qu'on garde le pouvoir et qu'on garde la suprématie. Et je pense que là, ça parle énormément au public américain, surtout à la lecture des derniers résultats en termes d'élections, où les WASP, donc les White anglo-saxons protestantes, qu'on a eu l'occasion d'évoquer, se disent bon, on est prêt à tout du moment qu'on peut garder le pouvoir face aux menaces, qu'elles soient d'ailleurs intérieures, parce que House of Cards c'est plutôt des menaces intérieures, ou extérieures. De ce point de vue-là, c'est un deuxième changement fondamental, c'est-à-dire qu'on est sur des personnages qui sont plus du tout moraux et qui sont même clairement cyniques, et en plus, ce qui est assez étonnant, et ça plaît au public. Et puis il y a une série qu'on n'a pas encore évoquée qui est Homeland, et où là, il y a 5 saisons, où on est clairement alors sur le sergent américain. On est complètement connecté sur la géopolitique, ce que vous disiez tout à l'heure. Connecté sur la géopolitique. Mais alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en plus, il y a 3 séries en une. Parce que le personnage principal, sur les 3 premières saisons, est donc clairement ce sergent américain qui est libéré, mais dont on finit par se demander s'il a vraiment été libéré ou si finalement... Il a rejoint, on va dire, par conviction politique, les islamistes radicaux. Donc il y a les 3 premières saisons qui portent là-dessus, mais il meurt à la fin de la 3e saison. Et donc en réalité, le personnage principal devient l'enquêtrice de la CIA et qui bascule en 4e saison au Pakistan. Et là, il y a toute une saison qui se passe sur l'ambiguïté des services secrets pakistanais et de l'armée pakistanaise avec les islamistes radicaux. Je rappelle que le Pakistan a fait une protestation officielle contre cette série, sous-entendant qu'il n'était pas normal qu'on puisse les soupçonner. Si vous me permettez, je ferai une remarque. C'est peut-être le meilleur argument qui laisse à penser que la série avait juste, parce que sinon ils ne seraient pas pris la peine de protester. Et puis on a une 5e saison, surtout qui se passe en Allemagne, et dans laquelle on décrit un attentat avant les faits qui sont connus de décembre. Donc là, Homeland, c'est de ce point de vue-là. Et là aussi, on est dans une ambiance quand même assez pesante, avec Carrie Mathison, qui est le personnage principal. Alors en plus, c'est assez intéressant, parce qu'elle porte en elle la dualité, elle a une maladie, elle est bipolaire. Et donc on part d'un monde dans le cinéma où on est en guerre froide bipolaire, au fait que c'est carrément le personnage qui lui devient bipolaire, et où parfois elle séduit des jeunes hommes, ce qui les amène à la mort, dans des fins totalement machiavéliques là aussi, et après où elle se remet en question. Donc là je pense que dans toutes ces séries-là, on a à la fois une ambiance plus prudente, ou en tout cas plus inquiète. On a des personnages beaucoup moins moraux, peut-être aussi d'ailleurs beaucoup plus réalistes, et puis on a une happy end qui n'est pas du tout assurée. D'ailleurs, ça me permettra peut-être de conclure en rebasculant sur le cinéma, des séries comme Star Wars ou comme Le Seigneur des Anneaux s'inspirent de ça et sont sur des fins qui sont moins certaines.
Je vous propose donc de nous interrompre ici. J'invite les étudiants bien sûr à poursuivre en allant voir, et j'en suis sûr qu'ils seront très heureux de le faire, les séries et les films que nous avons évoqués. Merci Fabrice. Merci Olivier. Vous venez donc d'assister à la première séance de ces rendez-vous de la géopolitique. Malgré le format innovant qui vous est proposé, il s'agit bel et bien d'un cours. Ce cours sera sanctionné par 2 ECTS à travers 2 QCM, l'un à mi-parcours après la séance 6 et le second après la séance 12. Il s'agit donc de regarder attentivement ces vidéos, de prendre des notes, d'en discuter, de vous référer aux lectures conseillées et d'en discuter entre vous à travers notamment le forum qui est proposé sur Campus. Merci encore à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Fabrice Ravel pour aborder un nouveau thème, les stratégies et les alliances en géopolitique dans le monde de 2017. Merci à toutes et à tous.